Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. À la une de cette édition d'information 4 de presse, les premiers bénéficiaires seront bientôt connus. L'annonce a été faite hier à Yaoundé au cours des assises que président Séverin Tunke, président de la commission de délivrance du précieux sésame. C'est tout pour la vitrine. Une fois de plus, bienvenue au journal. 4 de presse, les premiers bénéficiaires pour bientôt. Les listes seront rendues publiques au thème des assises des délibérations entreprises hier à Yaoundé, dans la capitale politique du Cameroun. Par les membres de la commission conduite par Séverin Tunke, l'information a été rendue publique par le président de la commission de délivrance du précieux sésame. Il a indiqué qu'à la fin de la journée, il aurait la liste de ceux qui remplissent les conditions requises pour avoir une carte de presse au moment opportun. Ces listes seront rendues publiques dans les organes de presse. Par la suite, la commission mettra en place un site internet dans lequel ceux qui veulent savoir qui est un journaliste et qui ne l'est pas pourront consulter. Pour ce qui est des premières cartes de presse, le patron de la commission affirme qu'elles seront remises avant la fin de ce mois de juin au cours d'une cérémonie solennelle. L'islam, un appel et partage d'amour. C'est sur ce thème que se tient sous le haut patronage du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, la 3e édition de la Commerce Cameroun Musulman Exhibition. La cérémonie d'ouverture a eu lieu hier au cercle municipal de Bonanjo. Une des innovations pour l'année 2016 vient de ce que l'événement a été délocalisé pour Douala. Reportage Éric Tucheux et Benoît Dormont. Espace d'échange sur l'islam et ses valeurs pour débuter le mois du Ramadan en beauté. La foi musulmane Camex, soutenue par 4 associations, a décidé de s'ouvrir à la région du littoral à travers Douala après les 2 précédentes éditions tenues à Yaoundé. Senti le besoin de communiquer sur notre religion, de communiquer, de faire contrer un peu ce que tout le monde voit déjà dans les médias. Mais à notre façon, nous avons voulu le faire en forme de foire pour permettre à tout le monde d'être quelque chose d'ouvert où tout le monde peut venir sans forcément avoir une invitation. Également accompagner les familles parce que tout le monde sait que c'est pas facile de nourrir les enfants, c'est pas facile, on sort tous les jours pour chercher de l'argent et nourrir nos familles. Donc on essaye au maximum de faciliter l'accès aux produits, de permettre d'assister à des prix préférentiels pendant cette période. Placé sous le thème l'islam, un appel de partage et d'amour, les 5 journées seront meublées de tables rondes, expositions ventes, conférences, jeux concours, conseils religieux, espaces enfants et autres animations culturelles. Tout ceci sous l'assistance de la communauté urbaine de Douala. Cette manifestation, l'islam montre que c'est une religion de paix, c'est une religion de vivre ensemble, ce qui est très important pour notre vie sociale au Cameroun. La cérémonie s'est achevée par la visite des stands d'exposition et autres produits de première nécessité vendus à des prix promotionnels. La commune d'arrondissement de Douala-Premier a procédé ce mercredi 1er juin 2016 au lancement de la 3e édition des journées hebdomadaires de propriété intégrale couplée à l'opération éco-collecte des déchets plastiques dans sa circonscription administrative. L'occasion était aussi tout indiquée pour remettre du matériel de travail aux associations ainsi qu'aux comités locaux d'hygiène et de salubrité des quartiers de Douala-Premier. Le récit de Josué Gangan donna à nous joindre. De chaque citoyen de notre commune. À vos marques, prêts, partez. Le top départ ainsi donné rentre dans le cadre du lancement de la 3e édition des journées hebdomadaires de propriété intégrale couplées à l'opération éco-collecte des déchets plastiques à Douala-Premier. En clair, chaque mercredi de 6h à 9h, l'enjeu citoyen de ces 3 heures de travail consistera à assurer la propreté des alentours des domiciles, édifices, espaces publics et privés, de lutter contre le désordre urbain, informer et sensibiliser les populations à l'hygiène et salubrité au sein de leur environnement de vie. Pour y parvenir, la collectivité territoriale décentralisée, porteuse du projet, compte sur la fédération des actions de toutes les parties prenantes pour la précollecte des ordures ménagères, des déchets plastiques et solides afin d'accompagner ISACAM dans le ramassage, le stockage et le traitement de celles-ci. À en croire les organisateurs, l'édition 2016 des journées hebdomadaires de propriété intégrale se charge de faire la différence. Nous le savons tous, la propriété est un gage de survie. Un environnement malsain, un environnement sale ne permet pas une bonne évolution des choses. Donc si nous voulons bien vivre, il faut que tout le monde s'implique dans cette opération. Alors je dis, on n'a pas
réalisé ce qu'il fallait à 100%, mais pour cette troisième édition, nous pensons qu'il y aura un véritable bond qui sera fait en avant pour le bien-être de nos populations. Contrairement aux 2 dernières années, la troisième édition des JHPI va bénéficier d'un encadrement spécial avec la mise sur pied d'une police municipale dont les rôles et missions sont définis ainsi qu'il suit. Sur le terrain, ils vont travailler avec les différentes associations, mais également avec les ménages. C'est-à-dire que c'est d'abord un problème de sensibilisation, d'éducation. Et on a pu le relever également. La phase répressive viendra également parce qu'il est question que chacun prenne ses responsabilités. La cérémonie de lancement de la troisième édition des journées hebdomadaires de propriété intégrale, couplée à l'opération éco-collecte des déchets plastiques, présidée par Anne-Marie Elon, qui représentait le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er, va s'achever par la remise du matériel de travail aux associations ainsi qu'aux comités locaux d'hygiène et de salubrité et quartiers de Douala. Journée d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation, la 4e édition s'est ouverte ce 1er juin 2016 à Douala par un représentant du gouverneur de la région du littoral. Durant 4 jours, les chercheurs de la région vont vulgariser les résultats de leur recherche au public de Douala. Reportage Éric Tucheux et Benoît Dormont. Le thème retenu pour cette 4e édition place les innovations technologiques comme facteur de conservation, de sauvegarde de l'environnement et de la compétitivité des entreprises. Venus des 4 coins de la région du littoral, ces hommes et femmes présentent leurs résultats de recherche sur les plantes médicinales, l'agroalimentaire, industrie, la cosmétique, la pharmacopée traditionnelle, entre autres. Toutes ces inventions-là concourent au développement et au bien-être de la société. Je pense qu'en venant au GSC, vous aurez l'opportunité de voir et de palper du doigt tout ce que les chercheurs produisent en termes de résultats et d'innovation scientifique. Placées sous le haut patronage du ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, ces journées permettent non seulement aux chercheurs de présenter les résultats de leurs recherches, mais surtout de signer des partenariats avec les opérateurs économiques. Les chercheurs sont toujours dans les laboratoires. Nous venons vers les populations présenter les résultats. Vous avez vu, ici il y a plus de visibilité, d'accessibilité dans ce site. C'est plus facile aux populations de la région, surtout les banquiers autour de nous, banquiers, magistrats, de voir les résultats concrets, palpables des chercheurs. Il ne reste qu'au centre de la recherche scientifique et de l'innovation pour le littoral de jouer pleinement son rôle de coordonnateur des activités de recherche au niveau de la région, de faciliter les partenariats entre les instituts de recherche, les entreprises et autres acteurs sociaux. Parlons des handicapés à présent avec la tenue du conseil d'administration du Centre national de réhabilitation des personnes handicapées. Paul-Émile Léger a fait l'état des lieux du fonctionnement, examiné le projet de statut du personnel et le rapport de l'étude stratégique sur le développement du centre et évalué l'état de mise en œuvre du contrat plan signé avec l'État du Cameroun. C'était au cours des travaux de la 9e session extraordinaire du conseil d'administration du centre tenu le 31 mai dernier à Yaoundé. Les éclairages de Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba et Sonia Mafossine. C'est pour la toute première fois que Pauline Irène Guéné, ci-devant ministre des Affaires sociales, s'est retrouvée autour d'une même table avec les administrateurs du Centre national de réhabilitation des personnes handicapées Cardinal Paul-Émile Léger au quartier Etoukébé de Yaoundé, site qui, par l'inspiration du cardinal de regretter mémoire, n'est plus un lieu d'abandon, de dégoût ou de rejet d'être laissé pour compte. L'un des objectifs majeurs de ce conseil d'administration était d'examiner dans le fond le projet du statut du personnel afin d'améliorer les conditions ergonomiques de travail après la revalorisation des salaires, les structures n'ayant de valeur que ce que valent les personnes chargées de les animer. Aussi vrai que le président Paul Biya avait instruit l'admission de l'institution dans le plan de restructuration des entreprises de l'État par la signature du contrat plan État du Cameroun CNRPH 2016-2018 d'un montant de près de 4 milliards de francs CFA. Pour la ministre, il s'agit là d'un appel à plus d'engagement et de sacrifices en vue d'accroître le rendement professionnel pendant la période probatoire qu'impose ce contrat plan dont la mise en œuvre aura été évaluée au cours de ces travaux. Nous voulons doter cette structure d'un patrimoine
infrastructurelle qui va donner un visage humain. C'est pour ça que la direction générale a signé un contrat plan avec l'État du Cameroun pour les 3 prochaines années pour la rénovation des bâtiments, pour le renouvellement des équipements, parce que vous savez qu'il y a certains équipements qui sont en état relativement vétuste. Donc il y a vraiment beaucoup de défis qui nous interpellent. Il est question de redonner un visage humain à cette structure. Et on a un plan de modernisation qui est en cours de validation, qui devrait nous donner des perspectives, une certaine visibilité à ce que nous avons comme vision pour ce centre, et ainsi que des axes stratégiques majeurs sur les actions que nous devons mener pour le centre. Se fixant un nouveau cap pour l'avenir, la présidente du conseil d'administration et les administrateurs ont examiné le rapport de l'étude stratégique sur le développement du Centre national de réhabilitation des personnes handicapées qui devrait servir de boussole pour la planification, la programmation et la budgétisation des actions à moyen et long terme concernant ce centre. Ainsi, un pacte de confiance a été conclu afin d'assurer durablement la mutation de la situation de la personne handicapée, de son statut d'assisté social à celui d'acteur de développement. Place à la page étrangère avec l'AFP. La situation reste tendue en Seine-et-Marne et dans l'Essonne. Après les crues exceptionnelles de ces derniers jours, une octogénaire a été retrouvée morte chez elle à Souppes-sur-Loing et de nouvelles pluies font craindre une aggravation des inondations. Manuel Valls s'est rendu ce matin à Nemours, dont le centre-ville est coupé en 2 par les eaux. La guerre des nerfs continue à 8 jours de l'Euro. Si les contrôleurs aériens ont levé leur préavis de grève pour ce week-end, des mouvements reconductibles perturbent de nouveau les transports jeudi. La menace d'une grève des pilotes d'Air France au début de l'Euro se précise et le secteur de l'énergie pourrait lui aussi entrer dans des grèves reconductibles. Aucune issue à la crise ne se profile. Nouvel attentat visant un hôtel de Mogadiscio. Revendiqué par les islamistes Chebab, l'attaque a fait au moins 10 morts, dont 2 députés. Des combats ont ensuite duré plusieurs heures entre les forces somaliennes et des assaillants retranchés dans le bâtiment. Nouvelle manifestation d'ampleur au Brésil contre la culture du viol. Des milliers de personnes, surtout des femmes, ont dénoncé dans les principales villes du pays le manque de vigilance et l'impunité à ce sujet. Le viol collectif d'une adolescente, le 21 mai à Rio, a bouleversé le pays. Un musée sur la bataille de la Somme s'ouvre à Thiepval. Durant cette bataille sanglante de la Première Guerre mondiale, quelques 20 000 soldats britanniques sont morts la seule journée du 1er juillet 1916. Pièce maîtresse de ce nouveau musée, une gigantesque fresque de l'auteur de bande dessinée engagé Jo Sacco. Fin du journal et merci de rester toujours fidèles à nos programmes.